Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des presses de la Cité, présentent Le Sceau du Loup de Christian Laborie, interprété par Chad Reiss. Branle-bas. Perché sur son promontoire, Manuel a observé attentivement ce qui se passait à quelques centaines de mètres d'elle, l'air amusé. De là où elle se trouvait, elle ne pouvait rien entendre. Pourtant, elle en était certaine. On parlait d'elle ou de l'un des membres de sa famille. C'était toujours la même litanie. Chaque fois qu'un drame ou un simple incident se produisait, on s'en prenait au sien. Elle restait indifférente, se mettait rarement en colère, comme par habitude, s'en attristait parfois. À son âge, la rancune n'était pas encore couleur de haine, n'ayant pas eu le temps de s'enraciner au plus profond de son être. La distance qu'elle gardait avec tous ceux qui mettaient sa famille à l'écart lui servait de bouclier contre les ressentiments qu'elle aurait pu nourrir à leur encontre. À 15 ans, elle avait déjà subi de nombreux affronts, rencontré la méfiance, encaissé les injures, enduré les moqueries. On ne lui pardonnait pas, sans doute, d'être différente, d'appartenir à un milieu marginal, d'être de ceux qui ne sont pas comme tout le monde. Elle ne s'en émouvait pas outre mesure. Sa jeunesse, son insouciance, sa joie de vivre libre dans un monde qu'elle ne jugeait pas, parce qu'elle ignorait la méchanceté, parce qu'elle gardait en elle une grande naïveté et une certaine confiance en l'autre, l'avaient toujours protégée contre la tentation d'assouvir un jour sa vengeance. Ce matin-là, cependant, elle ne pouvait se garder d'éprouver une réelle satisfaction. Septembre approchait de son terme. Déjà le ciel s'effilochait en longues écharpes de brume et s'émaillait d'ardoise dès que le vent d'ouest reprenait le dessus. Le soir, la fraîcheur chassait les dernières chaleurs. En Haute-Cévennes, l'étouffeur de l'été s'efface vite dès que la nuit terrasse le jour et devient maîtresse du temps. La plupart des écoliers s'apprêtaient à retrouver le chemin de l'école. Celle-ci devait accueillir un nouvel instituteur pour la classe des garçons. Début juillet, en effet, M. Cabanel, ayant atteint l'âge fatidique de la retraite, avait fait ses adieux aux enfants du village. Pour l'occasion, tous les habitants s'étaient rassemblés dans la cour de la petite école. Il était aussitôt parti passer ses vacances dans son pays natal, la Vallée Longue, plus proche du mont Lozère que de l'Égoile, dont le toit dominait la commune. Mais il avait promis de revenir dès la fin de l'été pour finir ses jours parmi tous ceux dont il avait assuré l'éducation pendant sa longue carrière. Si ses racines étaient ancrées ailleurs, son cœur demeurait au Sceau du Loup, où il avait passé plus de 30 ans à instruire les esprits et à éveiller les consciences, à force de leçons patriotiques de morale et d'histoire assénées chaque matin de classe. Une vingtaine de générations avaient courbé l'échine sous sa férule de maître autoritaire sans jamais soulever aucune contestation. Sa collègue, mademoiselle Letellier, installée à son poste depuis 2 ans, s'occupait de la classe des filles et n'avait qu'un souhait: obtenir une mutation qui l'éloignerait de cette commune où elle n'avait aucune attache et où elle ne parvenait pas à établir son autorité. Jeune fille timide, issue d'une famille modeste de Rochebelle, faubourg minier d'Alès, elle s'était d'abord réjouie d'avoir été nommée dans une commune rurale de son pays cévenol auquel elle était très attachée. Mais elle éprouva très vite la nostalgie de la ville et ne parvint pas à supporter l'autorité de son collègue qui avait tendance à le gouverner et à lui imposer ses propres directives. Aussi, quand celui-ci fit ses adieux et qu'elle apprit la nomination d'un nouvel instituteur sur son poste, elle ressentit un grand soulagement. Toutes les autorités communales s'agitaient dans la cour de l'école. Maire, adjoint, conseiller, garde champêtre et même le curé Bonal. Il ne manquait plus que les gendarmes qu'on attendait d'un moment à l'autre. Il leur fallait bien 1 heure pour arriver de Florac, la ville la plus proche. Chacun y allait de ses hypothèses, de ses élucubrations. Tous étaient une fois encore du même avis. « C'est un coup des Carvalho. Il n'y a qu'eux pour faire une chose pareille. C'est un scandale, une honte !» Derrière la municipalité au grand complet,
Les parents d'élèves, les premiers avertis, ne tarissaient pas non plus de stupéfaction et abondaient dans le sens de ceux qui avaient déjà condamné sans preuve. À l'écart, mademoiselle Letellier semblait désemparée. « Ne me dites pas que vous n'avez rien entendu !» s'étonnait Robert Combal, le maire de la commune. « Votre logement se trouve juste au-dessus des salles de classe. À votre âge, vous n'êtes pas encore sourde. »« Je vous assure que je n'ai rien entendu. La nuit, je dors, et j'ai bon sommeil. » Le spectacle était affligeant. Les 2 salles de classe étaient complètement saccagées. Les vitres des fenêtres et les murs étaient barbouillés d'encre rouge et violette. Les pupitres des élèves étaient renversés, les encriers de porcelaine brisés. Les livres et les cahiers jonchaient le sol, certains froissés, d'autres déchirés. La carte murale de la France et de ses colonies pendait misérablement au mur, toute de guingois. Les livres de la bibliothèque trempaient dans une mare gluante d'eau et de cendres froides sorties du poêle à bois. Le propre bureau du maître était renversé, les 4 pieds en l'air, les tiroirs vidés de leur contenu. Le tableau était rempli d'inscriptions illisibles et de dessins aux formes géométriques auxquels personne ne fit attention. Les rideaux pendaient aux fenêtres, lacérés, souillés, à moitié arrachés. « C'est l'œuvre d'un fou !» s'exclama Martial Legendre, le premier adjoint. « Il devait être plusieurs pour faire un tel carnage, » émit le second adjoint. « C'est l'œuvre du diable !» ajouta le curé qui ne lâchait pas son bréviaire des mains et faisait le signe de croix sur son front chaque fois que quelqu'un tentait une explication. Petit à petit, tout le village, averti de bouche à oreille, s'était attroupé. Jamais, jusqu'à ce jour, on ne s'en était pris à l'école, le plus noble symbole de la République et de l'égalité. Dans ce pays encore très catholique, l'école et l'église étaient toujours les lieux les plus sacrés et les plus respectés par tous, y compris par les illettrés et par les mécréants. Le curé et le maître d'école étaient les personnes les plus considérées, avant même le maire qui, lui, n'avait pas que des amis et devait souvent défendre contre vents et marées ses idées et ses décisions. « Quand je vous disais qu'il n'y a plus aucun respect, » se plaignait une brave mère de famille. « En s'en prenant à l'école, c'est à nos enfants qu'on s'en prend. C'est de la jalousie, et vous savez très bien qui a fait ça. C'est les manouches. Ils n'ont rien à faire ici, qu'on les chasse. » Le ton montait, le mécontentement grandissait. Le maire n'avait qu'une peur, que les gendarmes tardent à arriver et que ses concitoyens, excédés, ne décident de se rendre à la maison des Carballot pour leur demander des explications. « Mes amis, calmez-vous. Nous n'avons aucune preuve. Même si je pense comme vous, je ne peux vous laisser dire et encore moins vous laisser faire. Rentrez chez vous. Les gendarmes vont arriver d'un moment à l'autre. Ils mèneront leur enquête et ils arrêteront les coupables. Soyez tranquilles. Tout sera remis en ordre pour le jour de la rentrée des classes. Je vous en donne ma parole. Ce ne sera jamais prêt dans 8 jours. Je mobiliserai tous les moyens dont je dispose. Le nouveau maître n'est même pas encore arrivé. Ça, ce n'est pas de mon ressort, mais de celui de monsieur l'inspecteur d'académie. Je vais aujourd'hui même envoyer un télégramme à l'inspection de Mende afin qu'on me confirme le remplacement de monsieur Cabanel. » Manuela s'approcha subrepticement pour mieux entendre les commentaires. Agile comme une jeune féline, elle se glissa furtivement d'un arbre à un bosquet, d'un buisson à un fourré, se dissimula enfin derrière un muret à proximité du préau de la cour. Elle savait ce qui s'était passé dans l'école et ne pouvait s'empêcher de s'en réjouir. Elle savourait sa victoire. Elle qui n'avait jamais mis les pieds dans une salle de classe et qui aurait tant voulu cependant qu'on lui donnât les mêmes chances qu'aux autres, elle estimait que la justice venait enfin d'être appliquée. Enfant de la route, née au hasard des tribulations de ses parents, elle n'avait jamais compris pourquoi, une fois que ceux-ci eurent décidé de se sédentariser, ils avaient toujours été pris pour des êtres à part, relégués, montrés du doigt tels des pestiférés. Au Saut du Loup, on la connaissait bien, la jeune Manuela. La gitane, l'appelait-on, ou encore la romanichelle. Rétive, sauvageonne, elle s'aventurait parfois jusqu'au centre du village. Ses yeux vert amande jetaient des éclats de diamants. Elle en usait innocemment pour affronter la concupiscence des hommes prêts à toutes les infidélités. Pure et candide comme un matin de création, aussi fraîche qu'une fleur nimbée de rosée, elle attisait déjà la convoitise, engendrait des désirs malsains, créait des jalousies,
provoquait sans le vouloir. Toujours pieds nus par monts et par vaux, vêtue de longues robes très amples et échancrées, que le vent soulevait par plaisir, elle se savait belle comme le jour et en usait pour émoustiller le désir de ceux qui lui adressaient les pires reproches. C'était pour elle un jeu innocent, et non une bravade, la réponse d'une insoumise à ceux qui tentaient de lui imposer leur volonté. Ses longs cheveux de jais, amplement déployés au vent rieur, ondulaient sur ses épaules à la peau délicieusement ambrée et tombaient en cascades indociles jusqu'au creux de ses reins. D'un naturel très gai, ne voyant jamais le mal nulle part, Manuela se moquait bien de ce que les autres pensaient d'elle. Sa jeunesse, sa beauté, sa liberté étaient les biens les plus précieux qu'elle possédait, et qu'elle était prête à défendre jalousement contre quiconque essaierait de la mettre en cage. Aussi, jusqu'à ce jour, malgré le discrédit dont elle et sa famille étaient l'objet, elle n'avait jamais éprouvé un quelconque sentiment de reproche ou d'amertume envers ceux qui la prenaient pour l'enfant du diable. Elle savourait la vie, sans retenue. Elle buvait à la source fraîche des fontaines, cueillait les fruits des arbres interdits sans avoir idée de voler son prochain, répondait aux oiseaux en chantonnant des airs qui lui venaient du fond de l'âme. On la voyait partout, mais personne jamais ne pouvait l'approcher, encore moins l'apprivoiser. Elle apparaissait là où on ne l'attendait pas, disparaissait en un clin d'œil tel un feu follet, semblait virevolter tel un papillon qui cherche à se brûler les ailes aux chauds rayons de l'astre solaire. À la fois nymphe des bois et sylphide des rivières, le ciel était son toit, le vent son souffle de vie, la nature sauvage sa mère nourricière. Fille de la terre, de l'eau et du soleil, elle ne trouvait d'échappatoire à la méchanceté des hommes que dans l'ignorance de leur propre noirceur. Elle ne voyait que le bon côté des êtres et des choses, et ne se plaignait jamais d'être l'objet de l'intolérance. À la différence qu'on lui reprochait, elle opposait l'indifférence. Au mépris, elle répondait par l'ignorance. Rien ne semblait l'atteindre. Rien n'était calculé en elle. Ses pensées avaient la couleur des eaux cristallines des rivières au printemps. Son âme, la blancheur des neiges immaculées qui recouvraient le mont Igual au creux de l'hiver. Personne dans le village n'avait jamais fait l'effort d'aller vers elle alors que, toute petite déjà, ses pas l'avaient naturellement conduite vers les autres enfants qui portaient encore en eux la même innocence. Elle eut très tôt la naïveté de croire que le monde était ainsi fait, de différences et de barrières infranchissables, d'oppositions et de rejets inéluctables, d'éléments distincts qui ne se mélangeaient pas et, parfois, s'opposent et se nient, d'eau et de feu, de chaleur et de froid intense. Jamais, à son corps défendant, elle n'avait remis en cause cet ordre des choses. Vivant à l'écart, au sein d'une famille qui ne lui faisait pas de cadeaux, elle s'était forgé le caractère par elle-même, prenant naturellement ce qui lui semblait bon, profitant des présents que la vie, jour après jour, lui offrait de meilleurs, chassant les noires pensées qui pouvaient endeuiller inutilement son esprit. Quand elle commettait un acte répréhensible aux yeux des gens bien pensants, elle n'avait pas conscience de faire le mal pour le mal, car elle ignorait les lois de la convenance que les autres avaient érigées comme des remparts de protection envers ceux de sa race. Les gendarmes firent immédiatement le constat des lieux et tentèrent en vain de relever le moindre indice qui aurait pu les mettre sur la piste des auteurs du délit perpétré dans les locaux scolaires. Robert Combal, le maire, leur fit part de ses soupçons, appuyé par ses adjoints. Mais le capitaine de gendarmerie, venu en personne de Florac, ne put que lui opposer ses doutes. « Rien ne me permet d'affirmer que les responsables de cet acte de vandalisme sont ceux que vous m'indiquez. Ils n'ont laissé aucun indice. Néanmoins, je vais procéder à leur interrogatoire. Ils ne vous diront rien, on les connaît. Entre eux, ils se trouveront toujours un alibi qui les disculpera. Pour accuser, monsieur le maire, il faut des preuves. Écoutez, commandant, avant que cette famille ne s'installe dans le village, jamais rien ne se passait. Nous vivions en toute tranquillité. Tous les habitants vous le diront. Chacun pouvait laisser sa porte grande ouverte, jamais rien ne disparaissait. La confiance régnait. Or, depuis qu'ils sont arrivés, on ne vit plus tranquille. On est obligé de se méfier. De nombreux larcins ont déjà eu lieu, un peu partout dans la commune. Par exemple, des bricoles, mais qui ne trompent pas. Tenez, parlez-en au père Bonal. Combien de fois le tronc de l'église a-t-il été retrouvé vide de son contenu? Et le calice dans la sacristie, disparu, puis réapparu comme par miracle.
Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé à l'époque ? Le garde champêtre attendait de prendre le voleur la main dans le sac. Finalement, vos accusations ne sont fondées, hélas, que sur des a priori. A priori, c'est vite dit. Vous savez comme moi que ces gens-là vivent de rapine et qu'ils font feu de tout bois. Pouviez-vous vous opposer à ce qu'ils s'installent sur votre commune ? Bien sûr que non. Ils sont français, comme vous et moi. Ils ont des papiers. Ils occupent une maison qui appartient à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans le village. Ça, c'est louche. Donc, ils sont en règle. Le père ne vient jamais voter. Ce n'est pas une obligation. Ça prouve qu'ils ne vivent pas comme tout le monde. Ont-ils des enfants ? Ils en ont 3 de vivants. Ils en ont perdu d'autres. Vous savez, ces gens-là se reproduisent comme des lapins et aussi vite l'un remplace l'autre. Vont-ils à l'école ? C'est obligatoire. Le maire sembla hésiter, reprit, l'air embarrassé. Vous savez, ces gens vont et viennent. Comme on dit, ce sont des gens du voyage. Rien ne les attache nulle part. Répondez à ma question. Ils ont un grand-fils de 18 ans, un dénommé Paco. Que fait-il dans la vie ? Que voulez-vous qu'il fasse ? D'après ce que nous savons, il n'est jamais là, ou rarement. Il fréquente la racaille d'Alès et traîne dans les bars malfamés. Il passe pour un voyou. Mieux vaut ne pas se trouver sur son chemin. C'est quelqu'un de peu recommandable. On ne me l'a jamais signalé. Il ne commet pas l'imprudence de rôder à Florac. Et les autres ? Manuela est celle que nous connaissons le mieux. C'est une jeune sauvageonne de 14-15 ans, aguicheuse comme une fille de joie. À son âge, elle vagabonde toute la journée dans les terres et dans le village, toujours prête à quelques rapines. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle vient narguer tout le monde sans craindre personne. Je suis sûr que c'est elle qui commet la plupart des larcins que nous constatons. Elle est allée à l'école ? C'est une obsession. Répondez. Pensez-vous, une manouche ? Vous auriez dû le signaler. Robert Combal se tut, pris en faute. Ils n'ont pas d'autres enfants ? Si. Il y a aussi la petite Myriam. C'est une gamine de 7 ans. Elle vient à l'école, enfin, de temps en temps, depuis 1 an. Elle est dans la classe de mademoiselle Letellier, mais cette gamine prend le même chemin que sa grande sœur, toujours à courir partout, à l'écart des autres, pas sociable pour 2 sous. Elle crée sans cesse des histoires dans la cour de récréation. Je vois, fit le capitaine de gendarmerie. Je vous ferai part des résultats de mon enquête dès que j'aurai interrogé les membres de cette famille. Comment les appelez-vous déjà ? Carballo. Ils sont d'origine espagnole, ou roumaine peut-être. En tout cas, sont des manouches, des gitans, enfin, des bohémiens si vous préférez. Mais ils sont français. Oui, je vous l'ai dit. Et le père dans tout cela ? Que fait-il exactement ? Vous ne m'en avez rien dit. Le père ? Il s'appelle Chico. Il élève quelques chèvres et quelques brebis autour de son mastre, sur des terres qui ne valent pas grand-chose. Je suis sûr qu'il s'adonne lui aussi à des trafics pas très clairs. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Rien, mais ça ne m'étonnerait pas. Toujours vos présomptions. Et sa femme ? Sarah ? Elle rempaille des chaises, comme toutes les romanichelles, et elle fabrique des pelardons que personne ou presque ne lui achète dans la commune. Elle doit aller vendre ses produits plus loin, vers Méruès. Je vous le dis, ces gens, on ne sait pas au juste de quoi ils vivent vraiment. Avez-vous déjà essayé de leur parler franchement ? Oh que non ! Je n'ai pas envie de me recevoir un coup de couteau entre les omoplates. Je crois, monsieur le maire, que vous exagérez. Allez-y, commandant, et vous me direz ce qu'il en est. Le jour même, le capitaine de gendarmerie et ses hommes se rendirent chez les Carballo. Ils les interrogèrent longuement et, comme ils s'y attendaient, ne trouvèrent rien à leur reprocher sur le moment. Rien ne prouvait que l'un d'eux était l'auteur du saccage de la petite école du Saut du Loup. Un village pourtant bien tranquille. Son père l'avait prévenu, l'endroit où il avait demandé à être affecté n'avait rien d'un paradis. Natif d'une des régions les plus clémentes de France, l'arrière-pays niçois, Julien Esterel avait tenu à s'expatrier dès sa première nomination.
Titularisé avec brio à la rentrée d'octobre 1935, après un an de stage passé dans une école UP de Nice, il avait obtenu la dérogation d'être nommé en première affectation hors de son département d'origine. Sans hésiter, ses yeux s'étaient portés sur cette région montagneuse située de l'autre côté du Rhône, que beaucoup de ses collègues de l'école normale lui avaient dépeinte en termes peu élogieux. Pays attardé, rude, aux gens austères, souvent rebelle et au regard méfiant envers tout étranger. Un peuple qui s'est jadis entre-déchiré, massacré pour des querelles religieuses toujours vivaces. Des vallées encaissées, des montagnes ténébreuses, des villages repliés sur eux-mêmes, où du passé surgissaient encore des tas de croyances et d'histoires scabreuses à faire fuir le premier venu. La preuve, lui affirmait-on, ces Cévennes demeuraient, sur la carte Vidal de la Blache, fierté de toutes les écoles de France et de Navarre, comme un trou béant, une zone où Serres et Valas étaient tracés avec imprécision, comme si ce pan entier du Massif central n'était qu'une parenthèse entre la verte et riante Auvergne et le chaleureux Languedoc aux senteurs mielées et épicées. Cette région n'est ni le Massif central ni le Midi, lui avait asséné son père, Armand Estérel, médecin dans les beaux quartiers de Nice. Ne t'y trompe pas, c'est l'une des régions les plus reculées de notre pays. À savoir si l'on y vit déjà au XXe siècle. Tu exagères, père. l'Est n'est pas le bout du monde. Certes, ce n'est pas Nice, ni Cannes, ni même Menton. Encore moins Lyon ou Paris. Mais c'est une ville industrielle qui doit son essor au charbon, à la métallurgie et au textile de la soie. Pasteur en personne y est venu pour étudier la maladie des vers à soie. C'est loin d'être une ville sans importance. Alès, peut-être. Mais es-tu certain d'y être nommé? Alès n'est que la porte des Cévennes, une porte qui s'ouvre sur une région encore attardée, austère, pour ne pas dire peu connue. Des voies ferrées la traversent. C'est la preuve que la région est ouverte sur l'extérieur. C'est de l'intérieur que je te parle, des petits villages qui vivent repliés sur eux-mêmes, à l'écart des routes, sans l'eau courante, sans électricité, dans l'inconfort le plus total. Que feras-tu si on t'y envoie, toi qui as toujours vécu dans l'aisance et le bien-être? Pourras-tu te passer des bains de mer que tu prends quand tu veux, du cinéma, du théâtre, des cafés où tu retrouves tes amis? Où logeras-tu si ta future école n'est qu'une annexe de la mairie, comme c'est toujours le cas dans les villages? En premier vœu, je demandais à être nommé dans les villes. Alès, la Grande Combe, Anduze, Saint-Hippolyte. Rien n'est moins sûr. Le jeune instituteur n'écouta pas les conseils de son père, ni ceux de ses amis de la même promotion. Ces derniers avaient tous opté pour le département des Basses-Alpes, où ils avaient passé le brevet supérieur qui les avait conduits au poste si envié d'instituteurs. À leurs yeux, même la commune la plus reculée de leur département était préférable à n'importe quel autre poste en France. La Côte d'Azur est la perle du pays. Nulle part ailleurs tu ne trouveras d'aussi bonnes conditions de travail. Tu devrais revenir sur ta décision, lui avait-il conseillé. Les Cévennes méritent aussi qu'on s'intéresse à elles. Je suis sûr que les gens m'y feront bon accueil et que leur région recèle des trésors cachés, une beauté sauvage à nul autre pareille. Julien Estérel, fils de bonne famille, avait vu défiler dans le cabinet médical de son père trop de patients aisés, aux conditions d'existence souvent privilégiées. Or, depuis qu'il était entré à l'école élémentaire dès l'âge de 6 ans, il avait été frappé par les différences sociales qui opposaient certains de ses camarades. Quand il eut l'âge de comprendre, son père lui avait expliqué que la médecine devait s'intéresser autant aux pauvres qu'aux riches. Aussi avait-il toujours éprouvé une grande fierté à son égard quand il laissait partir ses patients les plus démunis sans leur demander d'acquitter ses honoraires. « Je fais payer les riches pour les pauvres », lui avait-il avoué un jour. « C'est ma façon de rétablir un peu plus de justice sociale et d'égalité dans cette ville où l'argent ne manque pas. » Acquis très jeune à l'idéal égalitaire inculqué par son père, le jeune Julien n'avait jamais oublié cette leçon d'humanité. Ayant choisi à son tour de se consacrer aux autres, c'est vers l'éducation qu'il décida de s'orienter en entrant à l'école normale, où il passa brillamment le brevet supérieur qui le consacra maître d'école à 18 ans. Aussi, ses obligations militaires accomplies, dès qu'il fut en droit d'émettre ses vœux d'affectation, il n'hésita pas à rechercher sur la carte une région apparemment déshéritée, mal connue, où il pourrait s'occuper des enfants modestes. Il abandonna ceux bien nantis des quartiers bourgeois de Nice à ses camarades de promotion qui, eux, rêvaient tous d'y aller enseigner. « Tu reviendras vite nous voir »
lui disaient ces derniers en ironisant. Quand tu seras nommé dans un trou, tu ne demanderas qu'à en sortir. Il les laissa se moquer et agit selon sa conscience. Lorsque sa feuille de nomination lui parvint début juillet, fébrile, il s'enferma dans sa chambre pour en prendre connaissance. Inspection académique de Lozère, République française. Article 1er. Monsieur Julien Esterel, élève stagiaire à l'école primaire Jules Ferry de Nice, est titularisé dans les fonctions de maître d'école élémentaire et affecté à l'école primaire du Saut du Loup en Lozère. Effet à dater du 1er octobre 1935. Article 2. Monsieur l'inspecteur d'académie en résidence à Mende est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Mende le 10 juillet 1935. Son cœur ne fit qu'un bond dans sa poitrine. Ses yeux repassèrent rapidement sur les détails et s'attardèrent sur l'essentiel. Inspection académique de Lozère, Saut du Loup, Mende. Son vœu était exaucé. Julien avait ce qu'il espérait, une nomination dans les Cévennes. Très vite, il s'empara de son atlas pour situer le lieu. Ses connaissances géographiques avaient beau être excellentes, il situait Mende approximativement. Certes, il eût préféré les Cévennes gardoises, celles du Piémont méridional, plus proche de son Midi natal, celles des cités industrielles, grandes ou petites. Mais n'avait-il pas obtenu satisfaction en étant nommé dans ce massif montagneux, loin de la foule niçoise, à l'écart des vacanciers qui affluaient l'été, toujours plus nombreux? Il chercha longtemps avant de trouver l'emplacement de la petite commune du Saut du Loup. L'index de l'Atlas ne la mentionnait même pas. Aucune indication, ni d'altitude ni de population, n'était inscrite. Sur la carte, le Saut du Loup n'était qu'un point, un tout petit point perdu dans la confusion des creux, des bosses et des arêtes saillantes qui matérialisaient le relief des Cévennes comme des cicatrices profondes taillées à grands coups de faux dans une terre impénétrable. Il lut, juste en dessous, Mont Égual. Le Mont Égual. Ce massif, il le connaissait bien, avec ses 1565 mètres d'altitude, son célèbre observatoire météorologique érigé en 1887, sa place de bastion rival du Mont Lozère, autre géant des Cévennes. L'essentiel, pensa-t-il, pour se convaincre d'avoir fait le bon choix, c'est d'être nommé dans les Cévennes. « C'est ce que tu désirais !» lui répliqua son père lorsqu'il annonça la nouvelle à ses parents le soir même, autour de la table familiale. « Oui, père, à peu près. Alors, ta mère et moi, nous nous en réjouissons aussi. » La mère de Julien ne semblait pas très enthousiaste. Voir partir son fils dans une région inconnue et à plus d'une journée de train, les liaisons n'étaient pas directes, ne l'enchantait guère. « Avec ses premières économies, il s'achètera une automobile, » ajouta Armand Esterel. « Ce sera plus commode pour revenir nous voir, n'est-ce pas, Julien ? Je crains fort de devoir attendre quelques années, père. Ce n'est pas le salaire que je toucherai qui m'enrichira. Nous verrons ça plus tard. Pour l'heure, il te reste les vacances pour préparer ton déménagement. Ta mère pourra encore profiter de toi pendant 2 bons mois. » Lorsque l'automne arrivait sur les pentes du Mont Égual, la plupart des villages s'apprêtaient déjà à affronter un dur et long hiver. Le temps est rude dans cette contrée reculée où les gens sont aussi tenaces au travail que le climat est âpre et rigoureux. Les Cévennes se colorent ici de teintes océanes qui les éloignent des plaines et plateaux languedociens aux tonalités plus méridionales et aux clémences nonchalantes du Midi. Le parler de leurs gens devient plus rugueux, moins envolé, moins versatile. Il perd de sa faconde mélodieuse et épouse volontiers l'accent plus traînant des montagnards, qui savent très bien adapter leurs gestes et leurs paroles aux rigueurs de leur climat et aux caprices de leur ciel. Là-haut, inutile de s'empresser, de perdre son temps en vains discours. L'essentiel est de résister face à une nature souvent hostile, tout en contraste et en violence, qui ne donne rien sans effort et récompense au prix d'énormes concessions et d'une ténacité à l'image du granit dans lequel est cuirassée la montagne. Paysans pour la majorité, les habitants des villages ne connaissent que le travail, vivent souvent en autarcie, s'accommodent de peu, préférant ne jamais rien devoir à personne plutôt que de quémander ce qu'il leur manque. Leur fierté leur interdit de se plaindre, d'avoir recours à l'aide des autres, de demander conseil, de peur de passer pour un faible, un pleurnicheur ou simplement un incapable. D'un village à l'autre,
la limite communale est une véritable frontière qu'on ne franchit jamais sans précaution, sans méfiance. Jamais personne ne trahirait son fief pour accorder ses faveurs au clocher voisin, car, dans ce haut pays du bout du monde, contrairement au bas pays huguenot, certaines communes, en ce début de siècle, sont restées très attachées à leur foi catholique. Les églises se remplissent chaque dimanche, et le curé n'a aucune peine à y attirer ses ouailles pour leur administrer ses sermons et ses remontrances du haut de sa chaire. On croit comme on travaille, avec persévérance et sans contestation, avec obstination et fidélité. Les gens d'en bas, ceux de ces contrées complètement parpaillotes qui se sont adonnés à la religion prétendue réformée au temps des guerres de religion, ne sont pas toujours en odeur de sainteté dans ces villages où la foi catholique a su résister au raz-de-marée protestant. Les clochers de tourmente, les chapelles, les calvaires, les croix érigées en plein champ témoignent de la profondeur et de la vivacité de la croyance dans ces communautés. Celles-ci n'ont guère connu d'invasion depuis des siècles et, de ce fait, sont demeurées dans leur immuabilité en gardant toute leur authenticité. Le Saut du Loup n'échappait pas à l'atavisme local. C'était un village comme tant d'autres, accroché aux pentes de la montagne, paradis perdu pour les uns, trou du diable pour les autres. Forgé dans le granit, il se confondait si bien avec le môle qui le surplombait et le protégeait, qu'il en était un élément indissociable, une simple protubérance d'où les hommes semblaient être sortis comme des entrailles de la terre. Ces maisons, tapies dans les anfractuosités les plus reculées ou perchées sur les nids d'aigles les plus vertigineux, avaient la lourdeur des masses rocheuses dont elles étaient façonnées. Murs aux moellons granitiques souvent montés à sec, que surplombaient des toits aux lauses d'ardoise grise mal dégrossies. Fenêtres qui ne laissaient passer la lumière du jour qu'avec parcimonie, afin de lutter contre le froid de l'hiver. Portes lourdes et massives, vitres fermées derrière soi pour ne pas dévoiler son intimité, ni montrer qui son indigence, qui sa richesse. Cheminées énormes et disproportionnées, qui ne cessaient pas de fumer été comme hiver, car l'âtre ne s'éteignait jamais, qui servait à la fois de source de chaleur et de lieu de cuisson. L'hiver répandait dans ces ruelles une odeur âcre et tenace de bois lentement consumé. L'été chauffait à blanc les pierres grumeleuses des vieux mâts endormis. L'automne exacerbait les parfums acides des feuilles mortes et des mousses humides, tandis que le printemps distillait, dès les premiers beaux jours, les pollens miellés d'une nature qui s'éveille et s'échauffe après un long et profond hivernage. Jardin d'Éden ou jardin de pierre, au Saut du Loup, la communauté villageoise vivait sans se soucier des lendemains, pourtant incertains en cette 4e décennie qui s'achevait dans l'annonce de périls imminents. Rivés à la terre ancestrale, les hommes ne s'occupaient que de la maturité de leur future moisson, de la précocité ou du retard de la fenaison, de la bonne croissance de leur bétail, des diverses récoltes de plein champ qu'il ne fallait surtout pas manquer si l'on voulait être tranquille pour l'hiver. Un long et rude hiver, comme chaque année, pétri de froidure, de neige, de glace et de bourrasques de vent violent, qui s'immisceraient en lames d'acier sous les portes mal jointes et dans l'embrasure des fenêtres mal calfeutrées. On y était habitué et, faute de pouvoir lutter efficacement contre une nature déchaînée, on savait courber le dos pour mieux résister et attendre l'arrivée des beaux jours. Mais quand au fond des vallées, les dernières langues de brume finissaient de s'étioler, quand les vents d'ouest chargés d'humidité étaient repoussés par ceux plus secs, soufflant du nord, quand le ciel revêtait dès l'aube une étole d'azur toute nimbée de rosée, alors que les hommes sortaient de leur tanière, les étables résonnaient de toute leur sonnaille, les ruches vibrillonnaient avec allégresse, les terres exhalaient les fragrances les plus subtiles. Tout un peuple se remettait allègrement au travail, sans rechigner, même si les efforts que chacun devrait consentir feraient peiner 1000 fois sur la glèbe. Les charrues traçaient de nouveau les sillons de l'espoir. Les faux affûtés attendaient avec impatience de coucher sur la terre gorgée de chaleur les premières javelles. Les parcs mobiles s'apprêtaient à accueillir les premiers troupeaux transhumants venus du bas pays. La sève nouvelle fortifiait les arbres et les hommes et redonnait la vie. Les paysans de ces hautes montagnes étaient taillés dans le roc. Leurs racines étaient aussi profondes que celles des plus vieux chênes. Rien ne parvenait à les perturber, à les écarter de ce qu'ils considéraient comme leur destinée, pas même la présence auprès d'eux d'éléments étrangers pour lesquels ils n'avaient que méfiance
et indifférence. L'intrus. Parti de bon matin par le premier train, Julien quitta Nice et sa promenade des Anglais, sa plage de galets et son arrière-pays rieur encore tout baigné de lumière. À 19 ans, bien qu'issu d'une famille bourgeoise, il n'avait guère voyagé au-delà de son Midi natal. Les Alpilles, la Sainte-Victoire, la Sainte-Baume et, plus près de chez lui, les Maures et l'Estérel, dont il portait fièrement le nom, étaient les seules régions qu'il connaissait en dehors de la Toscane, pays d'origine de sa mère. Toutes des montagnes où il s'adonnait aux joies de la randonnée et de l'escalade, le temps d'une courte escapade ou d'un séjour prolongé pendant les vacances scolaires. Jamais ses parents ne l'avaient emmené plus loin, vers ces contrées septentrionales et occidentales, où l'olivier disparaît, où les cigales cessent de chanter, où le soleil perd de sa force à lutter contre les chapes cendrées qui obscurcissent le ciel. Aussi, à ses yeux, le passage du Rhône était-il, en soi, une étape, une véritable frontière vers l'inconnu. Il connaissait bien par les livres la nature des régions qui défilaient sous ses yeux. Le train express qui le conduisait vers Marseille, puis vers Nîmes, n'allait pas à vive allure et lui laissait le temps d'observer par la fenêtre du compartiment le camailleux des paysages aux couleurs d'automne. Parvenu à Tarascon, il songea au livre qu'il avait lu dans sa jeunesse, ce Tartarin fantasque qui traduisait si bien la jovialité provençale et la faconde des méridionaux. Il n'ignorait pas qu'au-delà, le Midi perdait de sa profondeur, de son authenticité, et qu'il irait à la rencontre de gens moins volubiles, moins directs, mais aussi plus observateurs, plus méfiants. Entre Nîmes, où il fit une courte halte, et Alès, les grandes étendues de vignobles lui rappelèrent qu'il entrait dans le Midi rouge, celui des révoltes de 1907, où les vignerons n'avaient pas hésité à envahir les rues et les boulevards des grandes villes gardoises et hérotaises pour manifester leur mécontentement en sacrifiant au besoin leur récolte pléthorique. « Tu t'en apercevras vite, » lui avait expliqué son père. « Plus tu t'enfonceras dans les terres languedociennes, plus tu rencontreras de gens éprouvés par la vie et prêts à défendre bec et ongles leurs conditions d'existence. Des viticulteurs, mais aussi des mineurs et des métallurgistes. Et plus profondément encore, dans les montagnes, des paysans toujours aussi jaloux de leur liberté de conscience, les dignes descendants des Camisards. » Julien n'avait pas besoin des leçons de son père. Il savait tout cela par ses études. Mais il ignorait où passait la ligne de partage entre ses veines huguenotes et ses veines catholiques. Pour lui, comme pour beaucoup qui connaissaient mal cette région montagneuse, les Cévenols étaient ce peuple farouche, protestant jusqu'à se sacrifier, qui s'était opposé à main nue au dragon du roi Soleil au début du XVIIIe siècle. Pour lui, Cévennes et protestantisme étaient synonymes et ne faisaient qu'une seule et même réalité. Aussi, quand, par la fenêtre de l'omnibus qui s'approchait d'Alès, il vit pointer au loin les premiers contreforts cévenols, il ne contint plus son émotion. Septembre touchait à sa fin. De part et d'autre du ballast, les vignes prenaient déjà leurs ors à cause de la sécheresse et des chaleurs excessives de l'été. Les éteules dans les champs s'étendaient en paillassons desséchés, prêts à s'enflammer. La garrigue, toute piquetée d'yeux aux feuilles racornies, revêtait ses habits d'hiver. Les lavandes sauvages, les cistes, les romarins, les genévriers s'engrisaillaient et laissaient s'échapper leur dernière fragrance. Dans certaines gares, des odeurs de moût et de futailles envahissaient les compartiments des voitures par les fenêtres ouvertes. Les vendanges s'achevaient. Partout, les routes et les chemins étaient encombrés de tombereaux qui s'activaient dans la crainte d'un orage subit. À l'horizon, les Cévennes formaient une ligne sombre, massive, une véritable barrière que dominait un môle aux allures tabulaires. Rien de semblable avec les lignes de crêtes déchiquetées et aériennes des Alpes aux vallées accessibles que Julien connaissait bien. Le mont Lozère se distingue de loin, telle une forteresse aux fondations inébranlables. Il écrase et domine, s'étend et envahit, accueille, retient mais ne relâche pas facilement les imprudents qui se hasardent dans le dédale de ses chaos granitiques. À ses côtés, le Tanargue ardéchois veille en sentinelle sur le monstre endormi, assommé de chaleur l'été, pétrifié de froid l'hiver. Est-ce le mont Aigoual, cette énorme montagne,
demanda Julien à son voisin de compartiment, un gros homme rougeau à l'allure débonnaire de paysan. Boudiou! Pas du tout, jeune homme. Vous n'êtes pas du pays? Je viens de Nice. Je suis instituteur, et je viens prendre mon nouveau poste. Maître d'école? S'extasia le brave homme en soulevant sa casquette comme pour marquer son respect ou pour s'aérer le cuir chevelu. Alors vous devez être savant. Toute chose est relative. J'ignore sans doute ce que savent la plupart des gens d'ici. Les gens d'ici vous diraient que cette montagne, c'est le mont Lozère. C'est la plus haute montagne des Cévennes. Oui, je sais. 1699 mètres. C'est bien ce que je disais. Vous me semblez être quelqu'un d'intelligent. Où est donc le mont Aigoual? On ne l'aperçoit pas. Il se situe plus à l'ouest. C'est un autre pays là-bas. Tout aussi dur. Je le connais bien. Vous y habitez? Oh que non! Et je ne souhaite pas à un étranger comme vous d'aller y vivre. Pourquoi donc? Trop rude. L'hiver, c'est la Sibérie. Et les gens y sont encore très bigots. Là où je vis, dans les Basses-Cévennes, au bénéfice du soleil du midi, on est tous protestants. Protestants ou catholiques, quelle importance? À l'époque de l'école laïque, ces oppositions n'ont plus lieu d'être. D'où êtes-vous exactement? De Mialet, près d'Anduze. Le berceau du protestantisme cévenol, le fief de Roland, le héros Camisard. J'y élève des chèvres et quelques brebis que j'envoie lestives pendant les mois d'été, sur le mont Lozère, pas sur l'Aigoual. Vous vous rendrez vite compte par vous-même. Le haut et le bas pays sont deux mondes très différents, encore aujourd'hui. Julien venait d'entrer en matière. À peine abordait-il le pays où il allait enseigner qu'il se heurtait déjà au clivage récurrent qui avait marqué ses habitants dans les siècles ténébreux de l'intolérance. Où vais-je mettre les pieds? Songea-t-il en laissant le vieux paysan soliloquer. Celui-ci poursuivit. Et si c'est pas indiscret, jeune homme, où allez-vous? Au Saut du Loup. Le vieil homme enfonça sa casquette jusqu'en bas du front et ne dit mot. Vous connaissez? S'inquiéta Julien. Si je connais. C'est de là que j'ai sorti ma pauvre femme. Il y a plus de 40 ans de ça. Elle faisait partie des rares familles protestantes du village. Jusqu'à sa mort, elle a toujours rendu grâce à Dieu de m'avoir trouvé sur son chemin. Pourquoi donc? Vous verrez. Le Saut du Loup, sur le mont Aigoual, n'est-ce pas? C'est exact. J'y suis nommé instituteur pour mon premier poste. Alors, jeune homme, je vous souhaite bonne chance et bon courage. Arrivé en gare d'Alès, Julien prit les correspondances pour Sainte-Cécile d'Andorge, puis pour Florac. L'omnibus qui serpentait lentement de Serres en Vallat s'arrêtait à toutes les gares, en fumant les wagons à chaque traversée de tunnel, et ceux-ci étaient légion. Sur le viaduc de Chamborigot, il prit toute la mesure de l'âpreté des montagnes cévenoles, mais aussi de leur beauté sauvage. Perché à près de 50 mètres de hauteur sur un ouvrage tout en courbe, soutenu par des arches vertigineuses, le train semblait se jouer des obstacles que la nature dressait à chaque détour de la voie. Des deux côtés du ballast, ce n'étaient que cascades de terrasses cultivées, alignements ininterrompus de murs en pierre sèche, fonds de vallées transformés en jardins minutieux qui faisaient de la terre cévenole une autre terre d'Israël pour son peuple jadis persécuté. Les sommets les plus proches disparaissaient sous le couvert mordoré des châtaigniers et sous le manteau émeraude des chênes verts et des pins, tandis qu'en toile de fond, le mont Bougès, le mont Lozère et bientôt le mont Aigoual étendaient leur masse imposante et protectrice, tapissée de sombres forêts. Nous y voilà, songea Julien à l'annonce de la gare de Florac. Le jour déclinait. Bientôt, le soleil disparaîtrait derrière les reliefs. L'horizon était barré par l'immense table calcaire du Causse Méjean, au pied duquel la petite cité lozérienne semblait se recroqueviller. Les rues étaient désertes et, malgré la saison, le froid piquait déjà les visages. Surpris, Julien releva le col de sa veste, puis s'engouffra dans le premier café qui s'offrait à lui. « Y a-t-il une correspondance pour le Saut du Loup » s'enquit-il aussitôt auprès du cafetier. « Le Saut du Loup ? Voyons. Plus ce soir. Il vous faut attendre le quart de demain matin. Il ne passera pas avant 9 heures. Alors, y a-t-il un hôtel où je puis trouver une chambre pour la nuit ? En cette saison, il n'y a que le Bon Accueil, sur la place de la mairie. C'est simple, mais c'est très convenable. »
Julien dut attendre le lendemain pour se rendre au Saut du Loup. Il y débarqua la valise à la main, au milieu de la matinée. À sa descente du car, sur la place du village, sa stupéfaction dépassa tout ce qu'il avait imaginé. En guise de place, il ne trouva qu'une croisée de chemin bordée seulement de quelques maisons éparpillées, autour d'une aire centrale herbeuse que dominaient 3 énormes châtaigniers séculaires. « C'est ici, le Saut du Loup » demanda-t-il avec étonnement au chauffeur avant que celui-ci ne redémarre. « Ben oui, mon cher monsieur. À quoi donc vous vous attendiez ? C'est le coin le plus paumé sur tout mon trajet. Si c'est pour vous reposer que vous y venez, vous ne serez pas déçus. Vous y serez même très tranquille. Sinon, il n'y a rien à y faire. Vous pouvez encore changer d'avis. Remontez et poursuivez jusqu'à Meruès. Il est toujours temps. »« Ça ira bien, » répondit Julien en claquant la portière. Le lourd véhicule vrombit de tous ses chevaux et, dans un panache de fumée noire, disparut sur la petite route sinueuse. Julien eut beau examiner attentivement les alentours, il ne reconnut aucun édifice qui ressemblât un tant soit peu à une école publique. Il s'approcha de la porte ouverte d'une maison à la façade toute décrépie. Au-dessus du linteau, une licence de débit de boisson indiquait qu'il s'agissait bien d'un café ou d'une auberge. À l'intérieur, quelques tables invitaient les clients à s'attarder autour de la cheminée dont le manteau tenait tout un pan de mur. Les fenêtres disparaissaient derrière des rideaux délavés, couverts de chiures de mouches, tandis qu'aux poutres encharbonnées du plafond pendouillaient des serpentins jaunâtres et collants, où les indésirables insectes étaient venus s'engluer. « Il y a quelqu'un » osa-t-il sur un ton hésitant en esquissant un pas à l'intérieur. Personne ne lui répondit. Il s'avança davantage, sur ses gardes. Dans l'âtre, léché par les flammes amollies d'un feu qui couvait sous la cendre, un chaudron au cuir cuit laissait échapper un fumet de soupe au lard. « J'arrive, j'arrive » fit une voix grêle provenant de la pièce voisine. Julien se retourna. Une petite vieille toute ratatinée, le ventre saucissonné dans un tablier crasseux, un torchon à la main, s'approcha de lui en traînant ses pieds emmitouflés dans d'antiques charentaises. Son visage, creusé par les rides, était barré par un nez aquilin, sur les flancs duquel suintait une croûte noirâtre. Les cheveux tenus en chignon par un peigne en corne planté comme une banderille au sommet de son crâne, le dos voûté, les yeux mi-clos, la bouche édentée, peinant à chaque pas d'un souffle rauque et saccadé, elle semblait sortir tout droit d'un conte de sorcellerie. Tête baissée, elle toisa Julien d'un œil vif plein de malice. « Vous voulez boire quelque chose, jeune homme ?»« Si c'est possible. Un café, s'il vous plaît. »« J'en ai qui se réchauffent sur le poêle. Finissez d'entrer et asseyez-vous. Vous ne paierez pas plus cher. » Rassuré, Julien posa sa valise et s'attabla près de la cheminée. « Il fait meilleur dedans que dehors, hein ? C'est que les nuits sont déjà fraîches pour une fin septembre. Vous n'êtes pas d'ici, à ce que je vois ? » ?»« Non, pas tout à fait. »« De quel pays êtes-vous ? » ?»« Je viens de Nice, sur la Côte d'Azur. Je suis le nouvel instituteur. » La vieille femme s'arrêta net, le dévisagea de bas en haut. « Vous venez pour faire l'école ? À la place de ce brave monsieur Cabanel ? » ?»« C'est exact. »« On attendait quelqu'un du pays ? Mais c'est pas nous qui décidons. Ah maille ! Voilà votre café, jeune homme. »« Où est l'école ? Je croyais la trouver au centre du village. »« Il n'y a pas de centre dans notre commune. Seulement une croisée de chemin. Vous trouverez l'école un peu plus loin en contrebas, en direction du Risser. C'est le même bâtiment que la mairie. Vous pouvez pas vous tromper. C'est écrit dessus. Mais vous tombez mal. »« Pourquoi donc ? » ?»« Vous verrez. C'est sans dessus-dessous. » La vieille femme n'en dit pas plus, méfiante. Elle ramassa sans traîner la pièce de monnaie que Julien avait déposée sur la table, l'examina des 2 côtés et disparut derrière son comptoir. « Vous comptez rester longtemps au Saut du Loup ?» reprit-elle après un long moment de silence. « Je suis nommé sur le poste à titre définitif. Il me faudra y rester quelques années avant de pouvoir en repartir, si je le désire. »« Dommage, dommage, » grommela l'étrange petite vieille entre ses dents. Julien n'osa insister. Il mit le comportement de son hôtesse sur le compte de l'âge et, sans plus s'attarder, se rendit à l'école. Dans la cour de celle-ci régnait une grande effervescence qui contrastait avec le calme dans lequel la petite commune était plongée.
Des ouvriers allaient et venaient, trimballant dans la hâte échelles, pots de peinture, caisses à outils, bousculant sans précaution les quelques curieux qui les regardaient s'affairer, tempêtant contre le retard des fournitures. Personne ne fit attention au nouvel arrivant qui, pourtant, avec sa valise à la main et son allure de citadin, ne passait pas inaperçu. Médusé par le spectacle qui s'offrait à lui à 2 jours à peine de la rentrée des classes, Julien n'osa interrompre le balai incessant des hommes en bleu de travail. « On ne sera jamais prêt à temps !» se plaignait l'un d'eux. « Et on dira encore que c'est de notre faute. T'en fais donc pas. Après tout, les gamins seront les premiers à se réjouir si on reporte la rentrée. Le maire ne veut pas en entendre parler. Tout doit être fini dans 2 jours. Le maire, il en a de bonnes. Il n'a qu'à venir nous aider. » Julien était loin de deviner les causes de ce charivari. Il s'apprêtait à s'annoncer quand une jeune femme l'interpella d'une fenêtre située à l'étage. « Vous désirez, monsieur ? Oh, bonjour. Je suis Julien Esterel, le nouvel instituteur. Je viens d'arriver par le quart de Florac. Une seconde, je descends vous rejoindre. » Le joli visage qui venait d'apparaître dans l'embrasure de la fenêtre rassura Julien. Il avait à peine eu le temps de l'apercevoir, mais il en était certain. Un ange lui était apparu au milieu de ce tumulte et au fin fond de cette contrée perdue. « Je m'appelle Marie Letellier, » fit la jeune fille en tendant timidement la main. « Je suis l'institutrice des filles dans cette école. Enfin, de ce qu'il en reste. »« Enchanté. Nous sommes donc appelés à travailler de concert. Mais dites-moi, que se passe-t-il ici? Des travaux, en ce moment crucial de l'année? »« Oh, c'est une sale histoire. Je vous expliquerai plus tard. Je crois qu'avant toute chose, vous feriez mieux d'aller vous présenter à monsieur le maire. Il est dans tous ses états. »« Pourquoi donc? À cause de ses travaux? » ?»« Entre autres. Et aussi parce qu'il vous attend avec impatience. Il a eu des mots au téléphone avec monsieur l'inspecteur d'académie. Faites attention à ce que vous allez dire. »« Bigre, pour une entrée en matière, ça commence bien. Vous comprendrez vite qu'ici, quand on n'est pas du pays, il faut faire patte blanche. Vous non plus, vous n'êtes pas Sévenol? Sévenol, si, mais pas de ce massif montagneux. Je viens d'Alès. C'est différent. J'y suis passé avec le train. Je suis moins étrangère que vous, mais je ne suis pas du pays. C'est un peu pareil. Vous venez de Nice, m'a-t-on appris? C'est exact. J'ai demandé à être affecté dans les Cévennes. Je m'attendais à une région un peu repliée sur elle-même, mais j'avoue qu'ici, ça me semble être le bout du monde. Vous ne pensez pas si bien dire? Il faudra vous y habituer. » Marie Letellier conduisit son jeune collègue dans l'enceinte de la mairie qui jouxtait l'école. « Le maire vous attend. Je vous laisse en son aimable compagnie, » ajouta-t-elle en ironisant. « Vous ne m'accompagnez pas? Je préfère vous laisser seul avec lui. Je vous retrouverai plus tard pour vous aider à vous installer dans votre logement de fonction. » Julien était déjà sous le charme. Du coup, l'horizon lui sembla s'ensoleiller comme par magie. La jeune femme avait dans le regard une telle expression de douceur qu'elle avait subitement effacé les appréhensions qui l'avaient envahi à son arrivée. Des yeux pervenches, sertis comme des diamants au milieu d'un visage d'une pureté virginale, des cheveux coupés courts à la garçonne, d'un blond doré comme les blés mûrs de l'été, un sourire d'une tendresse à couper le souffle, une poitrine menue mais bien rebondie, une taille de guêpe, de longues jambes élancées. Nul détail n'avait échappé à Julien qui, pourtant, en avait vu des jolies filles se pavanant à moitié nues au soleil sur les plages de la Riviera. Mais il dut reconnaître que sa future collègue n'avait rien à leur envier. Encore sous le choc de l'émotion, il entra dans le bureau du maire. Celui-ci ne se leva pas de sa table de travail et, invitant Julien à s'asseoir, commença sans détour. « Ah, vous voilà enfin, monsieur... »« Monsieur ?»« Esterel. Julien Esterel. »« Eh bien, monsieur Esterel, vous auriez pu arriver un peu plus tôt. Ainsi, vous auriez aidé aux travaux de remise en état de votre salle de classe. C'est que, qu'importe. L'essentiel, c'est que vous soyez là pour le jour J. Je ne vous cache pas ma déception. J'espérais obtenir un instituteur déjà confirmé, pas un novice. De plus, j'aurais préféré quelqu'un du pays, pas un étranger qui ne connaît ni nos mentalités ni nos coutumes. J'espère que vous saurez vite vous adapter. Vous ignorez sans doute que le pays est rude. Ici, ce n'est pas la Côte d'Azur. Et nos enfants sont tous issus de familles de paysans besogneux, durs à la tâche, qui ne passent pas leur temps à se prélasser au soleil. Il faudra vous montrer autoritaire avec eux, comme l'était votre prédécesseur, M. Cabanel.
Son autorité était sans faille et toujours très appréciée. Suivez son exemple. Je vous le conseille. Le premier édile de la commune soliloquait, ne permettant même pas à son interlocuteur de se présenter vraiment. Interloqué, Julien prit le parti de se taire, l'air détaché, indifférent. Le maire poursuivit. Nous n'aimons pas les gens à histoire sur notre territoire. Aussi sommes-nous très méfiants vis-à-vis des éléments venus de l'extérieur. Je ne dis pas cela pour vous, bien entendu. Vous comprendrez vite de quoi je parle. Si vous faites l'effort de vous intégrer, vous ne rencontrerez aucune forme d'hostilité de la part de mes administrés. Toutefois, gardez-vous bien de heurter leur sensibilité. Nous sommes un pays catholique dans cette commune. Nous sommes très attachés à notre Église et à son représentant. Faites bonne figure à notre curé, le père Bonal. C'est quelqu'un de très estimé. Il y a bien une minorité de huguenots dans le village, mais, comme on dit, chacun chez soi. Nul n'ignore où se situent les limites de la fraternisation. Souvenez-vous-en. Je suppose que vous aussi vous êtes catholique, comme la plupart des Français. Je n'ai pas de religion, monsieur le maire, et par ma profession, vous comprendrez que je suis très attaché à la laïcité. N'en faites pas trop. C'est un bon conseil. En attendant, je dois vous mettre en garde. Dans la classe de votre collègue, mademoiselle Letellier, il y a une petite manouche, une gitane, si vous préférez. Sa famille vit dans une maison située à l'orée de la forêt, à l'extrémité de la commune. Ah, si seulement je pouvais déplacer la limite de notre territoire communal pour ne pas avoir affaire à ces gens-là. Ils vous causent des ennuis? Des ennuis? C'est peu dire. Vous avez vu l'état de l'école? C'est leur œuvre. Julien ne comprenait pas trop les insinuations sans fondement de Robert Combal. Il déclara. Vous comprendrez que, gitan ou pas, pour moi, un enfant est un enfant. Je ne fais aucune différence. D'ailleurs, si elle respecte les différences, l'école de la République réprouve les discriminations. Le maire commençait à s'échauffer. Je vois, monsieur l'instituteur, que vous arrivez tout frais et moulu de l'école normale avec vos diplômes et vos beaux principes. Sachez qu'ici la réalité s'imposera à vous, que vous le vouliez ou non. N'essayez surtout pas de vous opposer à ceux qui attendent de vous que vous vous occupiez uniquement de l'instruction de leurs enfants. Apprenez d'abord à les connaître et n'oubliez pas qu'à leurs yeux vous serez toujours un étranger. Julien ne s'attendait pas à un accueil si peu chaleureux. Être considéré d'emblée comme un étranger, alors qu'il venait en toute bonne foi et en toute humilité mettre son savoir et sa bonne volonté au service des autres, lui asséna au cœur un tel coup qu'à sa sortie du bureau du maire, il en resta tout ébaubi pendant de longues minutes. « Alors, ça s'est bien passé ?» s'enquit immédiatement Marie en revenant vers lui. Julien ne bronchait pas. « Ça ne va pas ? Si, ça ira. Enfin, il faudra bien. Que vous a-t-il dit ? En un mot, que j'étais un intrus. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. » Jour de rentrée. Le Saut du Loup était peut-être un point insignifiant sur la carte, il pouvait néanmoins s'enorgueillir de posséder l'un des plus antiques manoirs de la région, dressé sur une muraille abrupte entre le Tapoul et les contreforts ténébreux de l'Égoile. C'était une austère bâtisse dont la fondation remontait à la nuit des temps, aux murs cyclopéens taillés dans le granit le plus coriace et le plus sombre. Au dire de ses occupants, les premières pierres y avaient été scellées au XIe siècle, par le premier seigneur qui asservit la région pour la protéger contre les Sarrasins, dont la présence n'avait d'ailleurs jamais été attestée autrement que par les légendes qui couraient encore dans les mémoires. Mais depuis cette lointaine époque, le donjon des origines avait été démoli, reconstruit, renforcé par de puissantes murailles plusieurs fois remaniées, percé de fenêtres, chapeauté de toits et de cheminées, si bien qu'aujourd'hui, malgré son austérité, le Castellas passait pour une antique demeure seigneuriale plutôt que pour une ancienne forteresse. Tout autour de l'enceinte, les douves avaient disparu au profit d'une promenade circulaire engazonnée. Seule une porte fortifiée marquait encore l'emplacement de l'ancien pont-levis. Un immense parc aux pelouses ensauvagées remplaçait les prairies de la réserve seigneuriale. Les buis y étaient mal taillés, les rosiers retrouvaient des allures d'églantiers, les hortensias, flétris, crevaient de soif. Les ronces et la salse-pareille semblaient s'acclimater de ce désordre naturel et proliféraient, s'agrippant aux arbres comme des lianes maléfiques.
Les allées encailloutées disparaissaient par endroits sous les mauvaises herbes. Les bassins se tapissaient de mousse et de lichen et étouffaient, asphyxiés par les lentilles d'eau. Le grillage des clôtures était la proie des liserons et des clématites. Seul le portail à l'entrée du domaine avait encore fière allure, bardé de barreaux en fer forgé rehaussés de pointes dorées et flanqué sur ses deux vantaux d'un énorme blason aux armes des anciens seigneurs du lieu. Les propriétaires actuels étaient de grands bourgeois dont la famille était venue s'installer en Cévennes 100 ans plus tôt, au moment de la fièvre des cocons et de l'âge d'or de la soie. Depuis, leur fortune avait connu des soubresauts. Ils avaient acquis un titre honorifique de baron sous le Second Empire. Puis leurs descendants s'étaient reconvertis dans les affaires immobilières, maintenant leur manoir juste en état pour pouvoir y habiter, procédant de temps en temps à quelques travaux de restauration afin de ne pas laisser les toits s'effondrer et les murs se lézarder. Ils fréquentaient peu les habitants de la commune, qu'ils rencontraient pourtant chaque dimanche à l'église autour du Père Bonal. Seul le maire, Robert Combal, et quelques conseillers qui lui étaient tous dévoués, avaient leurs entrées au château, où ils étaient reçus avec courtoisie, mais toujours avec beaucoup de distance de la part du vieux châtelain. Celui-ci, Charles Audibert de Lorme, patriarche septuagénaire, régnait en maître sur sa maison, bien qu'il eût laissé la charge principale de ses affaires à son fils, Jean-Charles, un homme d'un premier abord affable, qui n'hésitait pas à déroger à son rang pour atteindre ses objectifs. Robert Combal avait trouvé en sa personne son plus ferme soutien à la mairie. Jean-Charles était son troisième adjoint et ne manquait pas de lui ouvrir ses dossiers les plus confidentiels et de lui confier tous ses problèmes. La veille de la rentrée des classes, alors que les travaux tardaient à s'achever, le jeune châtelain se voulut rassurant. « Ne vous inquiétez pas, mon cher Robert, tout sera prêt à temps. Je vous en donne ma parole. J'ai fait venir sur mes deniers des ouvriers en renfort pour terminer les travaux d'ici ce soir. Le dernier coup de pinceau sera donné avant le coucher du soleil. Votre école brillera demain matin comme un sou neuf. Je l'espère, car j'ai la visite de l'inspecteur d'académie. Il tient à manifester par sa présence son soutien à nos efforts. C'est de bonne aloi, après ce qui est arrivé. Les enfants ne doivent pas être les victimes innocentes de tels actes de vandalisme. Il n'y a que la gendarmerie qui traîne les pieds. Qu'attend-elle pour arrêter les coupables? Nous les connaissons tous. Soyez patient. Justice viendra en son temps. Je vous promets de faire pression sur le capitaine de Florac pour qu'il se montre un peu plus diligent. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.